invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane est avec nous, le responsable de la stratégie marché globaux de Natixis IM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Pierre-Alexis Dumont nous accompagne également, directeur des investissements de Sycomore Asset Management. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Et Laurent Denise, qui est co-directeur des investissements d'Odo BHF, est également avec nous en plateau. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver messieurs. Tour de table sur les enjeux de cette année 2025, à commencer évidemment par Donald Trump, qui reste l'éléphant dans la pièce, j'imagine. Laurent, on a décrypté un peu la séance d'hier, mais je trouve que c'est intéressant d'y revenir, qui montre cette sensibilité des investisseurs à la question tarifaire. Je rappelle juste la séquence. Le Washington Post publie dans la matinée aux États-Unis un article avec des sources internes à la Maison-Blanche qui expliquent que les tarifs de Donald Trump ne seront pas universels, comme il le prétendait, mais ciblés, visant des secteurs stratégiques qui pourraient être des menaces pour la sécurité ou en tout cas pour la production américaine. Tout ça a eu un effet très positif sur l'euro qui est remonté, sur les actions européennes qui se sont vues libérées d'une forme de poids. Et puis, quelques heures plus tard, Donald Trump, via ses réseaux sociaux, qui démentait effectivement totalement l'article du Washington Post indiquant que rien n'altérerait sa politique tarifaire. Qu'est-ce qu'on retient déjà de cette séquence et de ce que ça nous dit de la sensibilité des investisseurs à cette question tarifaire, qui va être peut-être la première question traitée par Trump le 20 janvier prochain, Laurent? Ça appelle une première remarque, c'est la nervosité des investisseurs, mais sur deux axes. D'abord, la cherté des marchés américains. Et puis peut-être une corde de rappel sur les marchés européens qui ont été délaissés, surtout avec une sous-exposition qui est aussi ample que ce qu'on a pu vivre pendant les périodes les plus critiques, notamment la crise des subprimes ou même après la crise européenne. Donc on voit bien qu'on a cette dualité, cette nervosité qui est un petit peu je dirais, exagéré sur la possibilité d'une continuation du momentum américain, alors porté par des retours sur capitaux investis qui sont stratosphériques, on l'avait évoqué, mais à côté sur des valorisations quand même qui interpellent et sur des primes de risque qui sont nulles. En gros, avec la remontée des taux aujourd'hui, on peut s'interroger sur quand même la valorisation des marchés américains matérialisée par justement cette baisse du dollar peut-être hier et justement cette politique trumpienne qui pourrait peut-être être amendée. Et puis de l'autre côté, l'autre spectre, c'est effectivement ce marché européen qui n'offre pas beaucoup de perspectives, je dirais, optimistes au niveau de la politique, même au niveau des retours sur capitaux investis, qui sont quasiment 2 fois moindres, et pourtant avec des valorisations quand même qui interpellent et qui peut-être pourraient effectuer une sorte de rattrapage si la politique de M. Trump n'est pas mise en place telle qu'elle a été évoquée au travers de ces 4 piliers. Et je reviens sur ces piliers parce que c'est vraiment important. Il y a les tarifs douaniers, ça c'est vrai, le marché a réagi là-dessus, mais je pense que le marché va aussi réagir sur l'incapacité en fait de générer de la croissance supplémentaire au travers de la baisse des taux d'imposition. Pourquoi ? Parce que les taux effectifs des sociétés sont déjà en fait optimaux, notamment sur les sociétés les plus larges. S&P et même certaines sociétés du Nasdaq. On va avoir donc je dirais une sorte de déception de ce côté-là. La vraie question peut-être positive qui pourrait continuer à porter les marchés américains, qui devrait continuer à porter les marchés américains, c'est cette déréglementation. Donc on reste optimiste, nous, sur les marchés américains, mais on va gérer ce qu'on appelle le tail risk, c'est-à-dire la capacité à être surpris par une décision politique en Ukraine, par peut-être justement ces mesures de Trump qui ne sont pas mises en œuvre aussi pleinement, pleinement et entièrement, qui font que il y aura un effet de rattrapage, de retour à la moyenne des marchés émergents, avec un stimulus chinois qui peut aussi porter les actions européennes, qui font qu'aujourd'hui, quand vous faites de l'allocation, vous ne pouvez pas rester simplement sur les États-Unis. Oui, il faut continuer à être sur les États-Unis, mais l'Europe s'envisage dans une gestion du risque. Oui. Non, mais vraiment. S'envisage, oui, c'est le verbe s'envisage, c'est pas l'Europe s'envisage, parce qu'il y a aussi l'idée d'une Europe qui peut manquer de visage aujourd'hui. Alors, elle manque de visage, mais elle s'envisage sous l'angle risque. Et on l'a vu hier. Je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé hier, c'est assez emblématique. Oui, de ce qui je trouve que c'est une bonne répétition, c'est un bon laboratoire de ce qui peut peut-être se passer. Mais vous dites qu'il y a quand même quelque chose de très asymétrique désormais des deux côtés de l'Atlantique. Exactement. Et qui pourrait amplifier
plus être amplifié par un découplage des politiques monétaires. Une Fed qui baisse beaucoup moins ses taux. On est à peu près à 1,3 baisse de taux, c'est 35 BP, donc c'est quasiment terminé. On va dire, voilà, c'est fini. Et l'autre côté, 100 points de base. Donc en fait, une problématique de nouveau aussi pour les marchés américains, avec un dollar qui pourrait s'apprécier et peut-être aller en deçà de la parité et générer peut-être aussi des mouvements erratiques sur les marchés. Donc l'année va être intéressante. Intéressante, c'est le bon qualificatif. L'année va être comment pour vous, Pierre-Alexis? Quel est le qualificatif que vous avez en tête pour décrire ce qui nous attend là en 2025? Je pense qu'on est tous confrontés au même problème, c'est-à-dire que vous avez les États-Unis qui, certes, ont des avantages compétitifs qui n'ont jamais été aussi hauts, mais qui n'ont jamais été aussi anticipés. Voilà, on a un peu un price to perfection. Ça fait, moi de mémoire d'observateurs, ça fait plus de 15 ans que les États-Unis surperforment quand même. On est à plusieurs écarts de déviation maintenant par rapport aux moyennes historiques de ce point de vue-là. Ça fait longtemps qu'on le dit. Oui. Et deux, et je pense que les actions japonaises sont un bon exemple. Voilà, les marchés actions, c'est une histoire de croissance, c'est pas une histoire de valorisation. Voilà. C'est pour que les marchés actions montent, il faut qu'il y ait de la croissance bénéficiaire. Vous n'avez pas de matérialisation d'une valorisation en hausse, de revalorisation des actions, s'il n'y a pas derrière un sous-jacent qui fait que vous avez une confiance. Pour que ce soit une vraie tendance, il faut qu'il y ait quand même cette croissance, cet accompagnement par la croissance des bénéfices. Etc., mais sans un accompagnement. Pas de croissance bénéficiaire, voilà, vous avez un marché qui n'intéresse pas, donc pas de flux, et si vous n'avez pas de flux, la loi de l'offre et la demande fait que tout ça se compense. Vous avez des sociétés qui certes se revalorisent, d'autres qui se dévalorisent, mais au final votre marché a quand même beaucoup de mal à être disons intéressant et à croître en lien avec des croissances bénéficiaires. De toute façon, à long terme, ce qui fait la croissance des marchés actions, c'est la croissance bénéficiaire. Donc ça, c'est le point. Et ce qui est sûr, c'est que, et ça a été dit, c'est qu'il va falloir une exécution impeccable de M. Trump sur les premiers mois pour éviter la nervosité sur les marchés actions, ce qui, à mon avis, est normal. Donc, ça peut passer par les nominations, ça peut passer par, en effet, vous avez une partie très business-friendly qui a été très, très anticipée par les marchés, donc la déréglementation, la baisse des impôts et autres, sur lequel on prolonge les baisses de taxes Trump et on va essayer d'en mettre d'autres en plus. Mais comme le disait Laurent, l'effet marginal est peut-être en train de s'amoindrir. Mais vous avez une autre partie sur laquelle les effets économiques sont beaucoup plus techniques si c'est mis en exergue sur l'entièreté de la côte, qui sont en effet, on le sait très bien, les barrières tarifaires qui entraînent un contexte récessif, si vraiment c'est mis à grande échelle, puisque vous avez des effets évidemment de vases communicants, de baisse du commerce mondial, de retaliation ou de réplique par les partenaires commerciaux, et même la partie immigration peut aussi poser des sujets si vraiment il y a un arrêt brutal de cette immigration dans un monde où on est au plein emploi aux États-Unis avec en effet des risques inflationnistes. Donc voilà, et le marché, je comprends que le marché a bien anticipé toute la partie positive qu'on peut voir dans le programme Trump, MAGA, America First. Est-ce qu'il est quand même couvert sur les risques que l'application d'un tel programme peut engendrer, ou est-ce que ces risques-là, par le marché, sont complètement occultés aujourd'hui? Pour moi, on le voit bien, la nervosité. C'est pas pour ça que ce sera une catastrophe, mais il y aura en effet. Il n'avait pas pressé le discours de la Fed, mais on a vu quand même que ça a entraîné une légère correction des marchés actions et une hausse des taux. Et si en effet l'exécution n'est pas aussi business friendly que l'anticipe le marché, on aura une correction. Voilà. Mais c'est pas pour ça. Du coup, l'Europe surperformera, mais plus par défaut que via une tendance sous-jacente. Pour qu'il y ait en effet une tendance sous-jacente sur l'action européenne, moi je pense que je suis tout à fait d'accord. Il y a énormément d'asymétrie sur le marché européen et il suffit de pas grand-chose. Ouais. Voilà.
Mais il faut un catalyseur. Il faut quand même quelque chose. Aujourd'hui, c'est pas la seule valorisation qui peut ramener les investisseurs. Hors antenne, il n'y a pas grand-chose pour faire qu'il y ait un intérêt soutenu des investisseurs. Il faudra qu'il y ait une volonté de plus de diversification des investisseurs internationaux et sans doute un certain nombre de problèmes qui soient à minima adressés, où on sente quand même une volonté d'avancer des Européens sur un certain nombre de problématiques que sont des géopolitiques, économiques, de coordination des politiques, sur lesquelles là, pour l'instant, tout est arrêté. Et Trump, d'une certaine manière, peut aiguiller un peu l'Europe de ce point de vue-là. Je pense que oui, ça peut. non, mais tout espoir n'est pas perdu. Je pense que l'Europe s'est fait dans des périodes de crise. Si Trump pique, il y a deux possibilités. C'est ça. Soit vous avez 27 numéros de téléphone et c'est la grande désunion. Voilà. Et ça, c'est une possibilité. Soit vous avez, les Européens se disent bon, là, la situation est quand même grave. Il faut quand même qu'on réagisse et donc qu'on adopte un certain nombre d'avancées sur l'union financière. Oui, on connaît les sujets. Oui, la défense et autres. Sur lequel là, pour l'instant, il est forcé de constater que c'est complètement bloqué. Non, chacun est un peu dans sa partie aujourd'hui. Je rappelle, Giorgia Meloni était en voyage personnel à Mar-a-Lago ce week-end. Et puis, il faudra peut-être commencer à en parler sérieusement aussi du point de vue des marchés. Mais c'est sûr que le couple Trump plus Musk, avec la liberté de ton que Elon Musk peut avoir aujourd'hui et la force de frappe qu'il peut avoir à travers ses réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose qu'il faut peut-être commencer à prendre en compte. Je veux dire, je ne sais pas s'il y a quelque chose de coordonné entre Trump et Musk, mais en tout cas, on voit que les attaques de Musk qui ciblent effectivement des gouvernants en Europe, on se dit que ça peut aussi être intéressant dans le cadre d'une stratégie de pression, de politique tarifaire, etc. C'est très intéressant de voir les Européens réagir. Alors, Mabrouk, oui. Non, parce qu'à un moment donné, je vois bien les attentes concernant la politique de Trump. Il y a un côté fantasme aussi, parce qu'on dit beaucoup de choses sur les tarifs, etc. On va reprendre un peu les datas, comme d'habitude, parce que ça parle aussi, ça nous permet d'avoir quelques éléments d'ancrage. Premier épisode, effectivement, de guerre commerciale. Le taux de tarification des exportations chinoises vers les États-Unis passe de 3 à 20% en l'espace de 2 ans. Premièrement, ça ne s'est pas fait en une nuit, ça prend du temps. Et même, effectivement, Donald Trump, qui a les pleins pouvoirs, entre guillemets, pour l'exécution de ces tarifs, ne l'a pas fait immédiatement, sachant que de toutes les manières, il allait pénaliser de toute façon les entreprises de petite taille et de moyenne taille aux États-Unis. Donc, le type n'est pas fou, entre guillemets. Le type est pragmatique, premièrement. Et deuxièmement, donc, globalement, cette note du Washington Post qui indique effectivement que la politique sera plus diluée, implémentée de manière un peu plus longue dans le temps, fait écho finalement à ce qui s'est passé. Donc l'histoire, c'est assez conforme à l'histoire passée du premier mandat de Donald Trump. Va se répéter de manière entre guillemets quasiment inéluctable. On va pas atteindre 60%, on va faire du 20-40, d'accord. Bon, très bien. La Chine va trouver des moyens de rétorsion. La devise, on le voit déjà, les devises ont réagi. Toutes les devises effectivement se sont dépréciées face au dollar, justement pour effectivement contrer cet effet tarifaire. Notamment, il n'y a pas que ça, il y a aussi la partie politique monétaire. Et donc, in fine, et puis on a regardé un peu ce qui se passait au niveau des prix des importations aux États-Unis durant cette période effectivement d'élévation des tarifs. L'inflation a baissé. Donc à un moment donné, là aussi, le lien de causalité tarif-inflation, statistiquement, il n'existe pas en fait. Donc bon, il faut aussi se montrer un peu plus prudent. Le marché va un peu trop vite en besogne comme d'habitude. Et Trump lui aussi sait pertinemment que les choses, en fait, toute cette politique, qu'elle soit migratoire, qu'elle soit tarifaire, qu'elle soit également même fiscale au niveau de la fiscalité des entreprises, tout ceci en fait, ce sont des moyens de négociation. L'approche de Trump, elle est transactionnelle. Je vais négocier avec les pays d'Amérique du Sud pour limiter, pour encadrer l'immigration et pour stopper ce flux migratoire. Flux migratoire qui a bénéficié aux États-Unis, rappelons-le, sous effectivement le gouvernement Biden, pour pouvoir rééquilibrer en quelque sorte les déficits observés sur le marché de l'emploi. Sans quoi, effectivement, les États-Unis avaient une inflation salariale qui sortait du tube et qui était totalement incontrôlable. On vient de voir les postes ouverts, Jols, remonter d'un cran à plus de 8 millions là au mois de novembre. Exactement. Donc en fait, il n'y a pas de problème macro en fait aux États-Unis. Il n'y a pas de raison d'implémenter une politique budgétaire ultra expansionniste. En plus, les Américains n'en ont pas les moyens en fait en réalité. Avec un déficit budgétaire de l'ordre de 6,5 globalement, ça continue effectivement de se prolonger, de se creuser de manière un peu, on va dire, régulière et tendancielle. À un moment donné,
quand on voit effectivement des acheteurs structurels disparaître du marché, donc la Fed qui achète de moins en moins, le bilan de la Fed qui a en fait, entre le point haut et le point où on est actuellement, on est à peu près à 6200 milliards effectivement de dollars d'encours finalement du bilan de la Fed aujourd'hui. Donc globalement, ça fait moins 2000 milliards. Ouais. Et globalement, la Fed va encore continuer. Donc ça veut dire réduire son bilan. Ah oui. Elle a déjà réduit la réduction de son bilan par étape. Elle va continuer. Est-ce que la prochaine étape, c'est pas d'arrêter la réduction du bilan? Elle va bientôt l'arrêter, mais globalement, en l'état actuel des choses, on voit bien la tension qu'il y a sur les taux. Elle s'explique également par la dissipation de ces acheteurs. Donc, diversification des réserves de change, la Fed qui n'est plus là et qui va sans doute effectivement arrêter cette pression haussière sur les taux. Donc, tout ceci mis bout à bout, fait que l'économie américaine se porte bien toute seule. Elle n'a pas besoin finalement de Trump. Trump, c'est un choc de confiance. Non mais positif. En réalité, c'est ça. Quand vous regardez finalement les marchés financiers, quand vous regardez notamment la trajectoire des marchés boursiers européens, américains, c'est simple. À chaque fois qu'on a une échéance politique en Europe, c'est un choc de confiance négatif pour nous et un choc de confiance entre guillemets positif pour les Américains, parce que tout le flux finalement qui s'investit en Europe se déverse aux États-Unis, parce qu'on en sort finalement. Et quand Trump a été élu, c'est un choc de confiance positif, États-Unis négatif pour nous. Bon, donc en gros globalement, Donald Trump est là entre guillemets pour finalement aller négocier. C'est de la logique transactionnelle et il n'y a pas de raison fondamentalement aujourd'hui pour voir une Fed déviée de sa trajectoire aujourd'hui. Donc, vous en parliez effectivement en propos. C'est-à-dire que, est-ce que la Fed aujourd'hui est prête pour une pause ? Je pense que oui. Globalement, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, les JOLTS, effectivement, le marché de l'emploi qui était dans l'œil, entre guillemets. Mais ça, c'était même avant Trump. Ce que je veux dire, c'est que... on n'était pas sûr, finalement, avant Trump, finalement, il y avait quand même cette histoire. La Fed était dans une logique de baisse des taux. Elle a baissé ses taux en décembre. Donc, ces nouvelles projections de la Fed, elles intègrent quand même pour vous l'impact ou les perspectives d'impact de la politique de Trump? Pas du tout. Non, je pense qu'aujourd'hui, les projections de la Fed intègrent tout simplement le fait que l'économie américaine est aujourd'hui... Avec ou sans Trump. Avec ou sans Trump, elle est capable de progresser à un rythme voisin, voire même supérieur à son potentiel. Et ça, encore une fois, c'est très simple. On l'a répété, je pense, 1 million de fois sur ce plateau, c'est tout simplement le fait que vous ayez une croissance économique boostée par une demande interne qui est, encore une fois, très solide, portée par un effet richesse extrêmement fort, porté lui-même par, finalement, des marchés financiers qui continuent de progresser, et un investissement des entreprises. Et là, je reboucle sur ma vie, une investissement des entreprises qui est extrêmement puissant. Et là, en Europe, on est nulle part. Cet exceptionnalisme américain qu'on observe là depuis quelques années, il ne vient pas de nulle part. C'est, comme vous dites, 10-15 ans d'investissement continu, régulier, massif, dans les capacités de production, dans l'innovation, etc., etc. En fait, il voulait à chaque fois que l'Europe, on a connu une crise, par exemple, je prends la crise de 2011, des crises d'aides souveraines, quand on est sorti de cette crise, il a fallu attendre à peu près 3 à 4 ans avant de voir l'investissement des entreprises repartir. Et ça, on le doit évidemment à l'implémentation du plan d'assouplissement quantitatif annoncé par Mario Draghi, 2014, whatever it takes. Et là, 2015, on voit de nouveau l'investissement repartir. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains nous ont encore mis 4 ans dans la vue. Ça s'est répliqué après le Covid. Effectivement, on avait l'investissement en Europe qui était complètement plat. Les Américains, eux, avaient Biden pour pouvoir remettre effectivement dans l'économie américaine on va dire des plans d'investissement massifs. Tout ceci, on le paye. Laurent, je voudrais juste rebondir un tout petit peu sur ce qu'a dit Maverick. C'est tout à fait vrai, mais on est peut-être à la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'un cycle qui a été porté par, si on regarde la performance de manière factorielle, par le facteur marge. C'est-à-dire les capacités des sociétés à accroître leur marge, mais de manière exponentielle par rapport aux anticipations. Et aujourd'hui, on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'on a atteint le pic de marge en enlevant les Batman, les Magnificent Seven, je ne sais pas comment on les appelle maintenant, on les dit plus grosses sociétés. Les grosses. Et en fait, ça fait 3 mois et on est sur une tendance de normalisation sur ces marges qui font qu'aujourd'hui, l'exceptionnalisme américain est peut-être en train de s'effriter légèrement. Pression sur les salaires, effectivement, ce positivisme Trump, c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit, mais et je suis complètement d'accord avec vous, rappelons-nous, les marchés sont portés par une création de valeur et par la création de bénéfices par action. Et là, on voit quand même qu'il y a une pression sur les marges qui se met en place, l'incapacité des sociétés, même avec l'effet richesse, à pouvoir repasser des hausses de taux. Donc si jamais il
il y avait un petit phénomène d'inflation aux États-Unis. Je pense que là, les sociétés auraient du mal à absorber cette inflation, importée ou domestique. On ne peut pas reproduire ce qu'on a vécu sur la première vague d'inflation. On ne repasse pas les hausses de prix. Cette croyance, à mon avis, elle est complètement fausse. Et c'est ce qui pourrait heurter peut-être justement dans moins de surprises aux États-Unis et peut-être un rattrapage des autres régions. Avec tout petit. Allez-y. Allez, fini. Un dernier point. Ça, c'est vrai, tant qu'on n'a pas des flux qui abreuvent le marché américain, tant qu'on n'a pas effectivement un dollar aussi fort. Et donc là, après, la problématique aussi de l'exceptionnalisme américain, il passe par la force de cette devise qu'on a du mal à expliquer, qui a été expliquée effectivement par cette capacité à créer de la valeur hors norme. Mais si on a moins cette création de valeur, on va peut-être avoir un redispatch en fait des capitaux vers rappelons-nous quand même que la politique de Trump elle est isolationniste. Il faut se remémorer quand même des choses vraiment essentielles dans cette politique et ça c'est pas une bonne nouvelle pour les États-Unis dans la situation dans laquelle ils sont. Donc attention quand même à un redispatch des capitaux peut-être vers le Japon, vers l'Asie justement s'il y a un stimulus chinois en plus ça pourrait aider et les Chinois n'ont pas d'autre solution que de mettre en place un stimulus beaucoup plus fort que ce qu'ils n'ont. On sent qu'ils sont un peu pieds et poings liés là, ils sont par leurs promesses. Un petit peu au pied du mur, là. Mais alors, il y a un point, effectivement, je suis d'accord avec la partie, on ne pourra plus effectivement voir cette expansion par les marges. Parce qu'il y a un point qui a été absolument génial, c'est l'inflation. L'inflation, c'est le meilleur allié, effectivement, des marchés actions, pire ennemi des marchés obligataires. Donc, on le rappelle, là, il y en a encore, effectivement, de l'inflation dans le tuyau, si je puis dire. C'est pourquoi les marchés obligataires, effectivement, affichent encore une performance, on va dire, assez morose. Et donc, aujourd'hui, la capacité des entreprises à passer ces augmentations de marge, ces augmentations effectivement de prix, va être un peu plus restreinte à condition, il y a un paramètre qui leur permettrait effectivement d'avoir de l'inflation, de la croissance sans pour autant toucher aux marges, c'est la productivité. Et donc finalement, on voit qu'aux États-Unis, ces gains de productivité continuent. Et peut-être que ça fera le parallèle effectivement avec notamment l'IA et les premières petites conséquences positives de l'IA sur le cycle de productivité aux États-Unis. Premièrement, et donc on voit bien là encore la difficulté qu'on a en Europe, puisqu'on commence tout juste à voir des gains de productivité positifs en Europe. C'est tout récent, c'est-à-dire qu'en gros les premières données... Il y a un rattrapage. Alors on est en train d'arriver sur cette zone effectivement où les gains de productivité commencent. Et donc c'est là où il y a peut-être encore une lueur d'espoir en Europe, effectivement. Il y a toujours une lueur d'espoir. Le problème c'est qu'à chaque fois on se fait un peu berner. Et donc du coup, si on fait abstraction de la dimension politique, qui est absolument chaotique et catastrophique en Europe, la France, l'Allemagne, etc., on connaît les dossiers. S'il y a bien une chose qui peut nous aider, c'est premièrement cette dynamique de productivité qui commencerait finalement à pointer le bout de son nez en Europe, et surtout la politique monétaire, effectivement, dont on a parlé il y a quelques instants. Mais effectivement, si on prend en compte cette productivité, ces gains de productivité aux États-Unis, ça explique effectivement une partie justement de l'exceptionnalisme américain. Ça a expliqué, et alors complètement d'accord, sauf que regardez un peu les ratios CAPEX, notamment des hyperscalers rapportés au cash flow, ils sont en forte baisse, même pour ces acteurs qui produisent des marges colossales. Et donc ça, c'est vraiment le premier signe que les anticipations de productivité sont un petit peu exagérées. Alors, et puis on va passer la parole à Pierre-Alexis. Effectivement, les plus gros, ça je suis d'accord, c'est des gros contributeurs. Mais c'est eux qui contribuent à 80% de la création de valeur. Non, je suis pas des indices. Non, des indices. Sur les indices. Sur les indices. Oui, mais bon, la création de valeur. C'est l'univers qui nous intéresse, Oui, d'accord, mais je rejoins Laurent là. Je vais revenir sur un point essentiel qui a été dit. La croissance effectivement des bénéfices est reliée à un autre point fondamental, c'est la croissance macro. Il n'existe pas de croissance micro sans croissance macro. Donc à un moment donné, si vous avez effectivement tout le tissu économique qui n'investit pas, et donc par exemple, quand vous regardez les enquêtes du NFIB aux États-Unis, donc pour les petites et les moyennes entreprises, leurs perspectives d'investissement, elles sont de nouveau orientées à la hausse. Donc, et c'est ça en fait. Moi je trouve l'exceptionnalisme américain ne se caractérise pas par l'effet de concentration sur en fait les 7 Batman comme vous les appelez, etc. Mais c'est surtout sur cette capacité de voir tout le tissu économique, de la petite jusqu'à la très grande entreprise, investir, continuer à maintenir son effort d'investissement. Et c'est là, nous, en Europe, quand vous regardez les dernières enquêtes de la BPI, notamment sur les perspectives d'investissement en France, elles sont
catastrophique. C'est pour ça qu'il faut faire des small caps américaines. Alors, c'était ma question pour Pierre-Alexis, parce que évidemment le marché US restera toujours incontournable. Comment on a envie d'investir dans ce marché américain avec la connaissance du passé de l'année 2024 notamment, hein? Est-ce qu'il y a des tendances qui sont amenées à se prolonger, ou est-ce qu'il faut changer un peu son fusil d'épaule ou son réglage dans l'investissement en actions américaines pour 2025, Pierre-Alexis? Le marché européen et plus largement, de toute façon, tout ce qui est marché hors US, il est intéressant parce qu'il est relativement asymétrique. Et donc il y a peu d'attente. Donc par rapport à des marchés où il y a peu d'attente, il y a plus de possibilités d'être surpris. Mais c'est pas pour ça qu'on est surpris, hein, attention. Non. Et donc l'idée, c'est pas forcément d'aller chercher de la valorisation, parce qu'en fait la valorisation, elle est à peu près partout en Europe. Si on est en étant assez factuel, il y a vraiment des opportunités importantes. Si faut se crever la tête pour essayer de pas trouver de potentiel sur des valorisations un peu fondamentales. Donc il n'y a pas de sujet. C'est d'identifier les catalyseurs qui vont permettre à cette asymétrie de s'acter dans les marchés. Mais ça veut dire qu'il faut prendre des paris, il faut à un moment se dire, et si Trump parvient à obtenir un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, il faut que j'ai dans mon portefeuille des actions qui réagissent à ça. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Alors, il y a plusieurs possibilités. Ou est-ce qu'on essaye de se désensibiliser, au contraire, de ces sujets, en trouvant des entreprises qui soient capables de croître et de naviguer, quel que soit l'environnement, d'une certaine manière? En effet, vous êtes obligé de faire un certain nombre d'hypothèses par rapport à là. Donc, l'hypothèse, c'est il y a un constat qui est la surprise politique court terme en Allemagne ou en Europe. Elle est dure à voir. Donc, la bonne surprise, on entend. Les secteurs, non, mais c'est ça. De la qualifier, la surprise. On peut un peu, hein, mais bon, quand on regarde les sondages en Allemagne, on voit pas trop comment on pourrait avoir une majorité claire à la sortie des urnes. Ça peut prendre du temps. Fin février, hein, donc on se retrouve un peu dans les mêmes situations qu'en Europe, sauf que les Allemands sont quand même un peu plus habitués au consensus, donc on devrait trouver. Mais on va retomber sur une grande coalition qui va retomber sur les travers qu'on a connus, c'est-à-dire qu'il y a peu de choses qui vont bouger. Hein. Et ce qui sera évidemment à très forte différence par rapport à ce qu'on constate aux États-Unis, où on a quand même des politiques et beaucoup plus disruptifs dans leur façon d'agir. Donc, je pense pas que c'est là-dessus. Et donc là, par exemple, les secteurs avec des gros biais de réglementation européenne très liés à ça, essayons d'éviter des risques inutiles sur lesquels il y a assez peu de potentiel. Voilà. Par contre, il y a des super business des super boîtes européennes qui ont 50-60% de leur business aux États-Unis, localisées aux États-Unis. Donc on va chercher les boîtes européennes qui sont plus américaines qu'européennes, quoi. Donc, ça, c'est une thématique. Oui. Voilà. Et quand vous regardez assez facialement, ces sociétés-là sont à des codes par rapport à leur équivalent américain. Voilà. Donc on peut avoir. Et donc si on a qui semblent des décotes injustifiées, enfin Safran versus General Electric, Novo versus Lilly, enfin toutes les paires européennes comme ça de grande capitalisation qui soient dans un même secteur, les décotes ne paraissent pas totalement justifiées. Elles ne sont pas toujours injustifiées, mais vous allez investir dans, on le disait, un pays avec une forte dynamique, sur lequel le business américain va avoir une forte dynamique, donc ça va vous extraire de votre gisement européen qui va être sur des faibles dynamiques. Donc après, faut pas. Pour qu'il y ait re-rating, il faut qu'il y ait un espoir dans l'avenir. Voilà. Aux États-Unis, vous avez eu un espoir dans l'avenir. Donc 50% de la croissance des marchés américains en 2024, il est lié au re-rating des marchés actions, c'est-à-dire à l'expansion de multiples. En Europe, on ne faut pas s'attendre forcément à ça, mais il faut s'attendre plutôt à se focaliser sur des sociétés sur lesquelles on peut avoir des surprises positives par rapport à leur business. On peut avoir ça comme idée, on peut avoir en effet
aider potentiellement à agir sur catalyse sur un certain nombre de nouvelles qui peuvent arriver, notamment avec l'Ukraine et des choses de ce type, sur lesquelles on aura des sociétés qui vont pouvoir bénéficier du cessez-le-feu, ou en tout cas, voilà, ce qui devrait permettre de l'étape d'après qui sera la reconstruction de l'Ukraine. La reconstruction. Donc, il va falloir trouver des catalystes. Et en toute honnêteté, évidemment, comme il y a une faible visibilité en Europe, voilà, et c'est inutile d'essayer de se projeter à 5 ans. Voilà, il faut être relativement réactif. Déjà 5 mois, ça paraît loin. Small Cap US, vous disiez, donc ça, c'est le cas pour 2025 qui vous intéresse, enfin, des cas qui vous intéresse. Sur les États-Unis, effectivement, on commence à faire une rotation, on prend un peu de profit justement sur ces sociétés qui vont avoir du mal à générer autant de marge, en tout cas surtout sur la surprise, la dérivée seconde par rapport aux marges attendues et celles qui vont être générées. Donc ça inclut notamment ces hyperscalers, comme vous disiez. Ça inclut les hyperscalers. On bouge sur les small caps qui effectivement vont bénéficier de la dérégulation et de cet effet baisse des taux d'imposition. Donc vraiment là, il y a un effet positif. Enfin, effectivement, cette dispersion de valeur que vous avez très bien évoquée qui va se mettre en place, et c'est vraiment important aussi d'avoir cette notion en fait de création de valeur dans le temps qui se disperse vers les small et mid, avec un effet fusion-acquisition, puisque décroissance macroéconomique signifie aussi nécessité d'aller chercher de la croissance externe pour faire de la révolution pour ces sociétés, réemployer leur cash. On a parlé de Microsoft qui investissait 80 milliards, mais ce n'est pas les seuls. Apple a 100 milliards de trésorerie qui va devoir réinvestir. Donc on voit bien qu'il va y avoir un déploiement en fait, de cash absolument massif qui peut s'orienter vers ces small caps qui sont à côté. Et puis alors, je suis désolé, je m'inscris en faux sur le fait d'aller chercher un petit peu en amont en Europe ce qui pourrait être une bonne surprise. Non, nous, on n'attend pas. Malheureusement, on préfère ne pas être investi et plutôt investir s'il y a un catalyseur qui se met en place. Et pour l'instant, on ne le voit pas. On parle de l'Allemagne. Je suis bien placé pour en parler. Vous avez un pied de l'autre côté du Rhin, oui. Bien sûr. Oui. Et donc... complètement d'accord avec votre analyse, il ne faut pas s'attendre à des résultats, sauf sur 2 axes. Le premier, c'est une baisse des taux d'imposition des sociétés qui, à 30%, est largement au-dessus en fait, de ce qui est fait en Europe et aussi à peu près partout dans le monde. Et le deuxième, c'est la capacité à faire des dépenses d'infrastructure et un peu comme les dépenses d'armement au travers d'entités supranationales qui pourraient ne pas mettre en cause la règle constitutionnelle. Donc du hors-bilan, quoi. C'est du hors-bilan. Du hors-bilan, mais avec des montants qui peuvent être colossaux. Et c'est comme ça, vraisemblablement, que l'Allemagne va peut-être relancer un peu son économie, parce que là aussi, ça chauffe quand même. Je reviens juste sur le cas des small caps américaines. Ça fonctionne si le 10 ans américain, qui est à 4,70 aujourd'hui, repasse à 5%, comme on l'a vu en octobre 22 ? On a regardé ça. On a regardé en fait une sorte de décorrélation qui se met en place aujourd'hui entre le mouvement de taux, donc effectivement une problématique d'endettement. On a pris 100 points de base depuis septembre et la première baisse de taux de la Fed. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait sur les small finalement pas une appréciation majeure, mais pas de dépréciation, ce qui aurait dû être le cas. Donc on a une décorrélation qui se met en place. Pourquoi ? Parce que justement il y a un effet valorisation qui limite une sorte de buffer, de coussin qui se met en place. Aujourd'hui, on a atteint des valorisations compte tenu des anticipations qui peuvent encaisser ce niveau de taux. Et vous l'avez dit au départ, la croissance des BPA qui, en fait, là, repart de manière... Pourquoi ? Parce qu'il y a de la croissance économique, effectivement, et de la création de valeur qui se disperse. Voilà, on a fait le tour. Les esprits animaux sont sortis. Oui, bien sûr. Sur le facteur size, effectivement, il y a quand même une fatigue, effectivement, sur le facteur large. Donc, prise de bénéfices, effectivement... Fatigue. Je sais pas, Nvidia prend encore 2,5%. On est quasiment à 4 000 milliards de dollars de capi. Oui, mais bon, on ne fait pas une tendance. Déjà, non. C'est pas parce que Nvidia prend 2% aujourd'hui que ça va terminer à -4, je ne sais rien. Donc, premièrement, non, ce que je veux dire, c'est que dans une logique un peu de... sans sortir du marché action US, je dis juste pour aller chercher un peu de diversification au sein de ce marché, aller chercher effectivement, aller jouer sur ce facteur size commence effectivement à présenter de l'intérêt. À ceci près qu'effectivement, alors au-delà de la small, moi nous c'est plutôt les mid cap en fait qu'on regarde. Pour une autre raison, c'est que quand on regarde juste le ratio valorisation croissance des bénéfices
attendu pour cette année, il est plus à la faveur, effectivement, des moyennes capitalisations. C'est-à-dire qu'en gros... Donc mid-cap, ça peut être 50 milliards de capi aux États-Unis, quoi. ouais, mid-cap, on n'a pas la même ça. définition. Oui, non, mais bon, que- c'est un peu le... En fait, les mid-cap, c'est la large cap. C'est nos large cap européennes. C'est Oh, LVMH, quoi. C'est comme les Voilà. autoroutes. Ouais. Alors qu'en gros, c'est un peu multiplié Oui. par deux. Quoi. Donc, en fait, voilà. Donc, en gros, les mid-cap américaines, quand vous regardez juste les premiers ratios, finalement, croissance des bénéfices, valorisation, Ok. a priori, le ratio est plus à leur faveur que ceux des small cap. Enfin, quitte à choisir, effectivement, vaut mieux aller panacher, finalement, dans ce segment-là. Et puis, l'autre point, c'est, par contre, sur les taux. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. La corrélation. Vous avez le droit, hein. Non, mais la Il y corrélation. a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, Non, mais- généralement dans le marché, hein, ça arrive. Non, mais la corrélation, je l'ai aussi regardée parce que je me suis dit au-delà à 4,5, 4,6, etc. C'est la zone de douleur. Moi, Non, j'appelle ça la zone de Oui, douleur. c'est ce que j'appelle le seuil de douleur. Oui, voilà. Et donc, du coup, le problème qu'on a, c'est que ça a parfaitement tenu sur la période parce qu'effectivement, on a eu ce boost sur les small cap et les mid cap lié à l'élection américaine. Ce qui fait que, all in all, finalement, D'accord. ça tient à peu près. Mais en réalité, finalement, la corrélation reste négative. Et le problème qu'on a, c'est que même si on a de la croissance, si les conditions financières monétaires sont restrictives, comme elles le sont aujourd'hui, puisque quand on commence à tangenter mettons les 5% de taux, là, franchement, je ne suis pas sûr finalement que ça résiste. Et donc, il faut faire attention au point d'entrée. Là, je me dis sur les moyennes capitalisations, il y en avait un, là, on est peut-être en train finalement de passer derrière. Et donc, résultat des courses, peut-être prudence là-dessus. De nouveau, attendre de voir finalement ce que la Fed va nous réserver. Donc, globalement, il n'y a pas grand-chose à Bah attendre. non, rien. Ouais, non, mais pour la deuxième partie de l'année, effectivement, Oui, avant effectivement de pouvoir se réexposer de manière significative. On a déjà pris des pauses là-dessus, on va les garder parce que de toute façon, on n'a pas raison pour le moment de les sortir. La croissance est là, mais il ne faut pas que les taux dérapent davantage. À démontrer, quoi. L'intérêt du... Oui, enfin, le facteur croissance joue, ça c'est sûr, mais le facteur taux, ça peut être pénalisant. Sur le marché américain, Pierre-Alexis, je reviens avec vous. Comment une réaction là. Alors c'est les propos de Jensen Huang hier au CES de Las Vegas. Évidemment, il va pas dire autre chose que le thème IA est encore un thème plus que valable. Il parle de multi-trillion dollar opportunity en évoquant donc les perspectives de l'IA physique. Nvidia, très intéressant, au-delà des puces, est en train de développer des plateformes auxquelles les développeurs vont avoir accès pour développer des modèles d'IA, pour des robots humanoïdes ou encore des véhicules autonomes. C'est les exemples qui sont cités par Jensen. Donc plusieurs milliers de milliards de dollars d'opportunités là pour les investisseurs. Qu'est-ce que ça vous inspire et comment se prolonge pour vous le thème IA après les, je sais plus, 2000% de performance de Nvidia en 2 ou 3 ans, quoi. Ah bah, ce qui est beau, c'est l'IA, c'est qu'on est au début de l'histoire. Hein. Donc, Ouais. là, Bon. là, vous avez, Comme Jensen Huang, vous avez achetez l'histoire. voilà, donc là, les fabricants de pelles ont gagné. Ouais, sont les grands ça, gagnants. ok. Voilà, donc Nvidia, voilà. Et donc 2025, vous pouvez avoir plusieurs choses. Hein. Bon, il faut quand même le dire, on en discutait un peu, alors on le discutait sur les hyperscalers, mais il va falloir quand même qu'il y ait des use cases à l'IA qui avec des vrais effets de productivité sur les entreprises et autres. Pour l'instant, on est plutôt dans une phase d'investissement. On va de plus en plus en 2025 regarder les retours sur investissement vis-à-vis de ces IA. Donc, donc ça veut dire un peu un broadening de l'IA. C'est-à-dire que ça, on va passer de ceux qui font à ceux qui utilisent. Ouais. Et en quoi le fait d'utiliser vous fait gagner des parts de marché, vous fait gagner de l'efficacité, vous fait gagner la productivité. Donc ça, je pense que c'est un des points qui va être clé. Le deuxième point, c'est la fameuse déclaration qu'on a atteint l'intelligence artificielle générale, Ouais. qu'on devrait avoir en 2025, puisque O3, vous avez un QI de 157. Je pense qu'aucun nous a 157 de QI. Si on se Voilà. met tous ensemble, peut-être qu'on y arrive quand même. 1 sur 13 000. Voilà. 1 sur 13 000. 1 sur 13 000. D'accord. Oh, bah, 1 sur 13 000, c'est pas personne quand même. Et hein. meilleur que 2 tiers des PhD Ouais. aux réponses aux questions dans leur spécialité. Donc voilà, donc on a donc ça c'est aussi quelque chose qui va soutenir cette thématique, puisque là on passe sur autre chose, ça c'est évident. Et le troisième point qui va être là-dessus, en effet, l'IA et la mobilité, l'IA et la robotique, voilà, donc l'IA dans le monde physique. Et là, Ça, c'est la nouvelle frontière là, que et nous ça, décrit c'est la nouvelle Jensen Huang. frontière. Je
Ce sera sans doute peut-être un peu plus long, voilà, parce que vous n'avez pas uniquement des problèmes de puissance de calcul. Il faut que vos robots ils restent connectés. Comment vous assurez qu'ils restent en permanence connectés? Ce qu'on connaît aussi avec l'autonomous driving. Et donc ça pose quand même pas mal de... C'est intéressant. GM a fermé en fin d'année dernière son unité dédiée aux véhicules autonomes. Il reste plus tellement de gros acteurs. Tesla, bien sûr, les Chinois. Jensen Huang, il annonce un partenariat avec Toyota, je crois, qui veut accélérer peut-être dans le véhicule autonome. Mais c'est vrai que beaucoup ont capitulé un peu sur cette idée-là. Et donc là, en effet, ça pose en effet des questions d'adaptation de tout votre système assurantiel, de tout votre système sociétal autour de ça. Bon, ça prendra sans doute plus de temps. Mais ça nous permet de savoir si un jour ou l'autre, les films de science-fiction qu'on a connus, on est peut-être déjà au-delà. On va les voir en réalité. Mais il faut se préparer à une phase de doute du marché, des investisseurs sur le thème de l'IA. Cette phase de doute, elle pourrait paraître légitime à un certain Souvenons-nous Netscape qui a créé le navigateur, elle n'existe pas. Il y aura une phase de digestion. Les gagnants qu'on pense aujourd'hui seront sûrement pas tous les gagnants de demain, mais c'est évident. Mais ça, c'est pas un problème, c'est juste une innovation qui se propage. C'est le cycle de vie d'une innovation. Donc ça va créer de la volatilité, ça va créer du risque spécifique. Ça, c'est bien évident. Mais ça, c'est pas pour ça qu'au final, on n'a pas une innovation qui a des grosses influences macro et des grosses influences sur la productivité à moyen terme. Ouais. Laurent, donc, je reprends, se désensibiliser un peu des hyperscalers. Comment est-ce qu'on traite le thème de l'IA, donc partant de cette idée-là? Alors moi, je suis très très bullish sur l'IA et je pense qu'on est effectivement au tout début et ces interrogations, oui, elles vont avoir lieu, mais c'est pas maintenant. Pas maintenant. On est dans une phase où on est en train de passer de l'IA digitale à l'IA physique, c'est ce qu'a dit effectivement. Très bien. Mais dans l'IA digitale, on était sur du ChatGPT, un site web, et puis on est passé à l'application sur des logiciels type Excel, etc., avec Microsoft Copilot. Mais là, on est dans une autre phase qui est créatrice de productivité, qui s'appelle les Agent IA. Et c'est quoi? En fait, c'est la capacité en fait, de logiciels à faire des tâches autodéterminées sur des objectifs prédéterminés par les humains. Mais ça se passe comment? Un exemple, vous avez des questions de clients sur des CRM. L'Agent IA, ça va être un logiciel qui va proposer des solutions. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va, au travers d'algorithmes de machine learning, utiliser différentes bases de données, internes, externes, pour proposer des solutions. Et ça, ça veut dire que, c'est ce qu'a dit Jensen hier, c'est qu'en fait, ces agents IA, ils vont quelque part devenir faire partie de la force de travail, quelque part, d'une société. Et ça, honnêtement, c'est une vraie révolution. Et derrière, on passe à C'était Klarna, je crois, la FinTech Klarna, qui avait montré cette expérience avec des agents IA, des robots IA. Ça faisait à peu près le boulot d'un bon millier de conseillers téléphoniques, quoi. Comment ça? Et puis ça s'arrête pas aux conseillers. Quand on utilise du machine learning et qu'on arrive à des tâches autodéterminées avec une capacité d'apprentissage, mais là, c'est infini. Et on parlait d'intelligence artificielle générale, mais on est plutôt dans la super intelligence. C'est-à-dire que là, on passe au-delà. Non, mais il faut voir la révolution qui se met en place. Donc, l'IA, mais oui, il faut s'y intéresser. Mais oui, c'est créateur de valeur. Non, on peut pas. La tech, je suis très dubitatif par rapport à certaines valorisations, mais sur l'IA, on est juste au démarrage. Mais c'est fou. Et derrière, électrification. Parce que besoin d'énergie. Tout se déroule derrière. Le microcosme derrière, et effectivement, s'intéresser. Et donc, tout ce qui est... Je rappelle, une boîte comme Vistra, qui fait de l'énergie propre au Texas, je crois, a signé une meilleure performance en 2024 sur le S&P que Nvidia. Ou First Solar. Tout à fait d'accord avec ça. Et ça rentre juste en résonance avec ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est pas dans ces moments-là
où les boîtes qui sont en retard, ils rattrapent leur retard. Ah oui. C'est-à-dire que ça va être un facteur D'accord. de dispersion de performance. C'est à la l'intérieur primo d'un leader. secteur, Ah oui. ça va être incroyable. Ouais. C'est-à-dire qu'entre les gens qui savent bien se servir de l'IA, qui ont la capacité de le faire, qui ont la capacité de faire évoluer leur... parce que vous Même avez chez aussi les fabricants de pelles, on a vu la différence. Hein. AMD, même si AMD met, j'imagine, beaucoup de moyens sur la table pour essayer de rattraper Nvidia, sur le plan boursier, Et il y a donc, toujours un doute. attention d'un point de vue boursier, en effet, dire je vais faire de l'Europe parce que l'Europe est très en retard par rapport aux États-Unis, c'est pas dans ces moments-là où c'est des choses qui se passent, ça c'est clair. On s'arrête. Merci. Oui, non Non, si, un 10 petit secondes mot, en alors. fait. Ouais, 10 secondes. 10 secondes. Il y a déjà eu des épisodes de doute, déjà, l'an dernier, sur l'IA, on s'en souvient. En fait, un questionnement. On en est où finalement de cette capacité, de cette nouvelle finalement approche à délivrer finalement quelque chose de concret au niveau des entreprises? Un peu le même questionnement qu'on a eu. Ouais. C'était au niveau de l'été, ça a engendré une petite volatilité, une petite baisse. Preuve que la question existe déjà, mais en fait au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même une question fondamentale qui a été un peu occultée, c'est la dimension un peu humaine en fait là-dedans. C'est que on voit bien que l'IA est une capacité à générer énormément, à traiter beaucoup d'informations en très peu de temps, améliorant l'efficacité productive de beaucoup d'entreprises. Mais comment on fait pour résoudre la question de l'emploi dans ces conditions? C'est une vraie question. Eh bien, c'est une question qui restera ouverte ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Mabrouk Chetouane, Natix, CCM. Universel. Voilà, c'est ça. Revenu universel. Non, mais c'est ça. C'est ça. On va tous devenir philosophes avec un revenu universel. Pierre-Alexis Dumont, Sycomore Asset Management et Laurent Denise, ODO BHF.